Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur la première. Bonjour à toutes et tous, c'est Ligne Directe qui redémarre pour encore une fois apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Le mardi, vous le savez, on parle de vos droits. Aujourd'hui, on va évoquer les outils de prévoyance à disposition des familles. Assurance vie, assurance décès, garantie de revenus, transmission de patrimoine, donation, épargne, etc., etc. Pour ce faire, nous avons réuni les 3 métiers qui traitent de ces sujets. Nous allons recevoir Antoine Bergeau, qui est notaire, Yann Michils, lui, est assureur. Et plus tard, nous recevrons Eric Viard, qui est banquier. Il sera avec nous vers 8h30. Il sera avec nous par téléphone. Mais d'ores et déjà, Antoine Bergeau, notaire, et Yann Michils, assureur, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, cette émission est là pour vous. Donc, comme chaque jour, on attend vos questions, vos témoignages. 258, ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne directe de 8h à 9h sur la première. Donc tout d'abord, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour venir nous éclairer un petit peu sur ces sujets on pense toujours un petit peu abscons, obscurs, compliqués. Mais aujourd'hui, on va mettre de la lumière, on va essayer de vulgariser ça, de simplifier un petit peu ces thématiques liées donc aux outils de prévoyance. Antoine Bergeau, je rappelle, vous êtes notaire. Quand on parle outils de prévoyance dans le notariat, on parle de quoi exactement ? Alors, protéger, c'est donc mettre de côté pour les gens qu'on aime principalement. Généralement, le schéma le plus classique, c'est les parents qui pensent en effet à leurs enfants. Donc, c'est effectivement mettre de l'argent de côté, sécuriser. On parlera après d'assurance décès, d'assurance vie. Pour le notariat, l'outil principal, c'est la donation partage, c'est-à-dire le cas que je viens de citer, les parents qui effectivement vont transmettre de manière irrévocable aux enfants un bien qui peut être un bien immobilier, ça peut être des parts de société, ça peut être tout actif en général. Donc c'est vraiment transmettre les choses. On va rentrer peut-être dans le détail après. On peut très bien transmettre un droit futur tout en gardant effectivement l'usage de ce bien, les revenus de ce bien. C'est le célèbre démembrement de propriété entre l'usufruit et la nue propriété. Donc l'outil principal, en effet, de l'anticipation, de la protection pour ces enfants, c'est dans le notariat la donation. Donc tout ce qui est transmission de patrimoine, effectivement, on va faire un peu la différence entre le testament, le legs, la donation, le partage. Comment est-ce qu'on peut bien procéder pour bien transmettre son patrimoine ou ses acquis financiers. Du côté des assurances, Yann Michils, quand on parle d'outils de prévoyance, on parle de quoi ? On parle de se prémunir d'un risque qui peut être certain, comme la mort par exemple, ou d'un risque qui peut être incertain, comme le fait d'être malade ou invalide. Et en fonction de ces circonstances, eh bien, on met des outils en place pour se prémunir de ce risque, qui peut être la maladie, donc qui va être lié à un arrêt de travail, l'invalidité, la longue maladie, le décès. Et puis il y a un risque aussi qui est celui de la retraite. C'est un risque certain, ça arrivera un jour. Comment on fait pour construire des revenus futurs ? Eh bien, c'est une manière de se prémunir grâce à ces outils de prévoyance. C'est quelque chose de naturel, ça. Les gens viennent vous voir de façon assez facile pour justement prévoir, anticiper l'avenir, ou on a tendance à le faire une fois qu'on est assez vieux et auquel cas il peut déjà être trop tard. D'une façon générale, que ce soit dans le notariat ou les assurances, on vient vous voir spontanément pour mettre en place ces dispositifs ? Alors spontanément, je dirais non. En ce qui concerne notre profession, on est souvent à interpeller les personnes sur ce besoin. Et ensuite, eh bien, lorsqu'ils analysent leurs capacités et leurs besoins, eh bien, on peut les aider à trouver une stratégie, à trouver une aide sur ces différentes questions. Mais ce qui est très intéressant, c'est quel que soit l'âge à laquelle vous intervenez sur ces différentes questions, vous avez une problématique à régler. Et du côté du notariat, Maître Bergeau ? En effet, je pense que les gens ne viennent pas suffisamment nous voir en amont. L'idée, c'est que si on ne fait rien, on arrive dans une position subie de succession et avec le risque d'éventuelles mésententes entre les héritiers et éventuellement de supporter des droits de succession qui, naturellement, seront plus élevés que si on avait anticipé avec une donation de son vivant. Donc, en effet, il faut encourager les gens à aller voir leur notaire pour trouver les bonnes solutions pour protéger au mieux
ses enfants, ses héritiers. Parce qu'on aurait tendance, pour les personnes qui sont comme moi un peu éloignées de ces problématiques, tendance à penser que ça se fait naturellement, la transmission. Si une famille a une maison, elle va aller de façon naturelle aux enfants. Non, il faut faire des démarches pour que ça se passe. Pourquoi il faut faire ces démarches, finalement ? Alors, vous avez raison, les choses sont prévues pour que, naturellement, la transmission se fasse au bénéfice des enfants. Et quand on a un patrimoine qui, en effet, normal, peu élevé, eh bien, dans le régime actuel, il n'y a pas trop d'incidence. Mais on ne sait pas si le régime actuel, notamment au titre des droits de succession, est quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des abattements fiscaux, des droits de succession. Est-ce que les montants qui sont indiqués aujourd'hui seront les montants de demain ? Donc, attendre 20 ans ou 30 ans une situation de succession est un risque que l'on peut faire prendre à ses héritiers. D'autre part, vous pouvez être dans une situation où vous avez plusieurs biens, plusieurs actifs et plusieurs enfants. Se pose la question de répartir ces biens de son vivant aux enfants pour éviter que des conflits puissent demeurer à l'avenir. Il y a aussi la satisfaction de donner de son vivant, éventuellement pour la réalisation de projets actuels. Imaginons le cas que j'ai en pratique souvent. Des parents ont un terrain, ils le divisent en deux et ils le donnent à chacun des enfants, lesquels peuvent effectivement construire leur maison pour leur famille respective. Et ça, il ne s'agit pas de le décider de façon intrafamiliale, il faut passer devant des notaires. Pareil. Le notaire, en effet, là pour être le tiers de confiance, le juriste, celui qui va effectivement valider que, au niveau de la loi, les choses sont actées, que la fiscalité est payée, et surtout, il va être ce tiers de confiance qui va effectivement témoigner que les enfants se sont bien mis d'accord en présence de leurs parents pour qu'il y ait une attribution des biens et également sur les valorisations des biens reçus. Vous pouvez être dans une situation où l'un reçoit une maison à 30 millions et l'autre va recevoir un terrain à 12 millions. Dans ce cas-là, il faut que les enfants soient d'accord sur les valeurs indiquées dans l'acte et ne les contestent pas par la suite. D'accord. On va juste accueillir Corinne qui a une question. Bonjour Corinne, on vous donne la parole. Bonjour et bonjour Maître Bergeau. Moi j'aurais une question à vous poser. En 2017, mon père est décédé. J'ai une sœur. Donc j'ai pris une agence notariale et 6 mois plus tard, on a appris qu'il avait fait un testament à sa copine puisque mon père était divorcé. Donc il a fait un testament comme quoi sa copine héritait aussi d'une part. Donc on a accepté, mais quelques temps plus tard, ma sœur a refusé de signer parce qu'elle dit que ce n'est pas normal et que ça ne devrait pas être comme ça. Ma sœur habite aux États-Unis, elle pense que la loi est la même aux États-Unis qu'ici, mais ici, elle a le droit apparemment d'avoir une part. Donc ça fait 3 ans que c'est bloqué et je ne sais pas comment on va faire pour se sortir de là. Merci Corinne. Est-ce que vous avez assez d'éléments pour pouvoir répondre à Corinne ou je n'ai pas tous les éléments, mais sur les principes, il est tout à fait possible, en présence d'enfants, de faire un testament au profit d'un tiers. En effet, dans votre exemple, c'est la petite copine. Donc, c'est quelque chose qui est possible. La question numéro 1 qui se pose, c'est est-ce que ce testament est valable ? Il avait été déposé chez un notaire. Voilà. Donc, s'il a été déposé chez un notaire, on peut considérer que ce testament qu'on appelle holographe, c'est-à-dire rédigé de la main du testateur, donc peut être valable. Donc une fois qu'on part du principe que ce testament est valable, eh bien il y a ce qu'on appelle en droit calédonien inspiré du droit français la réserve, c'est-à-dire la part de la succession qui protège les enfants, et il y a ce qu'on appelle la quotité disponible que l'on peut léguer, que l'on peut transmettre en effet à la personne de son choix. Donc, comme vous le dites, dans le système américain, c'est beaucoup plus libre. Il n'y a pas cette notion de réserve. Donc, on peut transmettre, en effet, pour votre exemple, à sa petite copine. En revanche, en droit français, droit calédonien, eh bien, il y a une part qui doit absolument être réservée aux enfants. On ne peut pas les déshériter. Donc, vous êtes dans cette situation-là où, finalement, on peut imaginer que chacun aura un tiers et c'est l'application, normalement, de la règle de droit.
C'est bon, Corinne ? Donc, il n'y a aucun problème pour que le notaire nous donne nos parts tout en gardant la sienne, alors. Alors, sur le principe, c'est là où je n'ai pas les éléments du dossier. Sur le principe, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas, en effet, le règlement de la succession. Pour autant, peut-être qu'il y a un contentieux entre vous qui a été porté via un avocat en justice qui, forcément, ralentit le règlement de la succession en attendant l'issue du litige. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de contentieux. Bon, écoutez, je vous invite peut-être à me contacter hors antenne. Cela tombe bien puisque, comme je suis également président de la Chambre des notaires, c'est quelque chose que je vais pouvoir regarder. Voilà, comme ça, contactez monsieur Maître Bergeau. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone ou comment on fait ? Non ? Oui, sur Internet. Sur Internet, Maître Bergeau. Voilà, vous trouverez. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. On a Belinda au téléphone, mais on va donner la parole à monsieur Michels tout de suite, assureur. Justement, je trouve que la question de Corinne et le propos qu'a tenu Maître Bergeau, c'est tout le sens des outils de prévoyance. On a le choix entre faire une transmission subie ou avoir une protection sociale subie et avoir une transmission choisie et une protection sociale choisie. C'est exactement le sens des outils de prévoyance. Ce sont des outils qui permettent d'avoir un choix éclairé sur la façon dont on va se prémunir de ces différents risques. On reviendra sur les notions de testament, vous avez mentionné la réserve, la quotité, si j'ai bien entendu. On va revenir sur ces termes parce que j'imagine que, comme dans tous les aspects de la justice, on est souvent un petit peu pollué par la romance américaine, des séries, etc. Et on est un petit peu perdu par rapport à la réalité et la fiction. On va revenir là-dessus dans quelques minutes, mais on va d'abord accueillir Belinda. Bonjour Belinda. Bonjour. Bienvenue à vous. Ma question, moi, c'est pour Maître Bergeau. Alors, j'ai un petit souci, c'est que moi, j'ai mon beau-père qui est décédé il y a 4 ans. Il a fait un testament. Son testament, il a 4 enfants. Tout le monde a eu, à parts égales, tout le monde a eu ce qu'il a voulu partager chez un notaire. Tout a été fait dans les règles. Mon mari a eu certaines choses en plus, genre parce que c'est le garçon, donc il a eu des vieilles pelles rétro, des trucs comme ça. Mais tout le monde a eu quelque chose. Et du coup, quand il a fallu aller au notaire pour faire le partage, pour lire le testament, il y a eu des désaccords parce que certaines personnes disent que il a eu plus que d'autres et tout. Quand il a fallu faire évaluer, personne n'a voulu évaluer, on leur a dit que certaines choses ne marchaient plus, mais c'était question de souvenirs, c'est des affaires de souvenirs, n'a aucune valeur argent, mais valeur sentimentale. Donc mon mari a eu ce qu'il fallait de son papa. Le testament, du coup, maintenant, il le conteste parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et dans ce testament, il a aussi fait une donation. Il a une maison dont il a séparé 8 arts qu'il a remis à mes propres enfants, mes 2 enfants qui sont de mon mari et à moi, parce que il a le droit, soi-disant, de donner un tiers de ses biens à un étranger ou à un autre au moment qu'il n'y a pas de déshérité, quoi. Et il conteste cette donation qui a été faite dans les règles, avec un géomètre qui a délimité le terrain. Ce terrain a été fait par notaire avec 2 témoins parce que mon beau-père ne pouvait pas écrire, donc il a dû prendre 2 témoins pour pouvoir faire son testament, dont la donation a été faite dans les règles. Et quand est sa donation? Alors je me pose la question, pourquoi faire prendre un notaire pour pouvoir faire des partages pour que justement il n'y ait aucun problème avec les enfants, vu que il y a toujours des soucis quand il s'agit d'un héritage. Il le prend un notaire, il prend un géomètre, il fait tout dans les règles et malheureusement on arrive à contester. Alors je comprends pas. Il faut qu'on m'explique parce que la donation, on a le droit de le faire. Tout est fait dans les règles. On a compris votre question, Belinda. On va laisser Maître Bergeau vous répondre. Donc là, en effet, le point, c'est qu'il y a une différence très importante entre la donation simple qui est faite à un enfant, entre le parent et l'un des enfants, et ce qu'on appelle la donation partage, où les parents, finalement, convoquent tous les enfants pour intervenir à l'acte. Dans la situation que vous évoquez, vraisemblablement, vous êtes dans une situation de donation simple qui a été faite par les parents à l'un des enfants. Le problème de cela, c'est que le bien qui a été donné, c'est en avancement de succession. On appelle souvent en avancement d'ouari, en avancement d'héritage. Donc ce bien va être, même s'il il appartient à l'enfant qui l'a reçu de manière irrévocable, il va être réintégré dans l'assiette de la succession et à la valeur au jour du décès du parent.
Donc il y a une réévaluation qui va être faite. Et après, un partage égalitaire entre enfants. Donc on peut imaginer la situation suivante, qui est peut-être la vôtre, c'est-à-dire que vous avez reçu un bien qui a une valeur importante par rapport au reste de la succession. Vous avez évoqué des biens de peu de valeur. Donc dans cette hypothèse-là, en effet, celui qui a reçu finalement, va devoir indemniser les frères et sœurs. S'il ne le peut pas, on rentre dans des problématiques plus complexes où il va falloir trouver une solution pour qu'il y ait une part égalitaire, parce que comme on le disait tout à l'heure, le principe c'est effectivement la réserve, la protection de chaque héritier, et il y a une part qui est disponible pour celui qui est éventuellement l'enfant qui a le plus reçu. Donc jusqu'à cette proportion en plus, il va conserver son actif, sa valeur, mais il devra indemniser pour le surplus. Donc pour se prémunir de cela, la voie, c'est la fameuse donation-partage. Il faut absolument que les parents, s'ils donnent quelque chose à un enfant, ils donnent quelque chose d'autre aux enfants. Et si vous avez fait une donation dans un premier temps d'un bien immobilier à vos enfants, il peut être fait dans un second temps une incorporation de cette même donation dans une donation-partage pour que tous les enfants témoignent de dire, voilà, on sait que mon frère Jean a reçu cette maison, très bien, cette maison vaut telle valeur, je ne vais pas critiquer le fait qu'il l'a reçue. Pour autant, moi, je veux avoir ma part le jour de la succession sur la base de cette valeur-là, valeur au jour de la donation. Donc, une fois de plus, c'est ce que disait mon ami de la Mondiale, il faut anticiper les choses, et pour ce faire, il faut connaître les choses, il faut savoir. Et pour savoir, il faut aller voir en effet ses conseils, en premier lieu le notaire, qui est le spécialiste de ces questions qui sont souvent complexes, et si on les retarde et si on attend en effet de ne plus être là, eh bien c'est en effet les enfants qui vont gérer le partage entre eux, avec parfois des problèmes financiers, des ressentiments, et qui vont faire qu'on va dans une situation de blocage. Et le notaire, vous me demandiez à quoi sert-il dans ce cas-là? Eh bien il sert à ramener tout le monde quelque part à la raison et à trouver un accord amiable, un partage, pour que chacun ait sa juste part. Si on n'est pas dans cette dynamique-là, eh bien, on bascule du côté obscur de la force, excusez-moi l'expression, dans le judiciaire à outrance, où les choses peuvent prendre énormément d'années avant de finalement de se voir attribuer sa part, et ça peut coûter plus cher que... Merci Maître Bergeau. Là, on aura compris en ces quelques phrases la complexité et l'intérêt de votre métier. J'espère, Belinda, qu'on aura répondu en partie, en tout cas, à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et tout de suite, on accueille René. Beaucoup d'appels aujourd'hui. Bonjour René. Oui. Bienvenue Bonjour. à vous. Dites, je voudrais savoir, je suis depuis 1975 avec ma famille sur un terrain, et pendant 2 ans, j'ai payé le loyer. Et la dame m'a dit que ce n'était plus la peine de payer le loyer, que j'avais qu'à bien entretenir la maison et que le terrain aussi. Et puis qu'après, elle verrait. Bon, cette dame est décédée. Les enfants m'ont laissé dessus, avec ma famille, sans réclamer quoi que ce soit. Et puis, ça fait quand même depuis 1978. Ça fait plus de 35 ans. Est-ce que la loi bail verbal vaut loi trentenaire et s'applique à cette situation? Merci René. Alors, est-ce que la question de René parle à l'un de vous deux? Maître Bergeau, Monsieur Michels? Alors, peut-être qu'on parle des différentes manières dont on acquiert la propriété. Le principe le plus simple, c'est en effet l'achat d'un bien immobilier via en effet passage devant un notaire pour avoir son titre de propriété. Il se peut en effet que des situations d'usage long terme, on parle de prescription acquisitive ou d'usu capion, valent
propriété. C'est-à-dire qu'on s'est comporté comme propriétaire pendant X années sans qu'il y ait eu de contestation. Dans cette hypothèse-là, il faut faire confirmer son droit. C'est un petit peu complexe, mais faire confirmer son droit en justice. Il n'y a plus c'est très compliqué, de prescription acquisitive notariée où le notaire prend la responsabilité de conférer la propriété par rapport à des éléments d'usage. Donc, ça, je pense que c'était peut-être votre première question, parce que j'ai entendu parler d'occupation, de droit, et peut-être qu'après, c'est la conséquence. Si cette personne est effectivement propriétaire, reconnue comme telle, eh bien, en cas de décès, eh bien, ses héritiers peuvent hériter. Pour faire peut-être le lien avec mon ami assureur, il est très important en pratique quand vous achetez un bien immobilier d'être prévoyant et de souscrire une assurance décès. Cette assurance décès, souvent, c'est pris comme une contrainte, comme une garantie qui est demandée par la banque supplémentaire. Et vous savez qu'il vous est proposé soit d'avoir une garantie de décès à 50%, que vous achetez à deux, chacun prend 50% d'assurance décès par rapport au capital emprunté, soit chacun peut prendre effectivement 100% de garantie. Et bien, cette question est primordiale parce que justement, en cas de décès de l'un des deux acheteurs, deux concubins qui achètent par exemple ensemble, eh bien, dans la première hypothèse où c'est 50% d'assurance décès, eh bien, seulement 50% du prêt va effectivement être remboursé, alors que lorsqu'on a une assurance à 100%, il y a un des deux acquéreurs qui est décédé, eh bien, le bien immobilier, par exemple, est totalement remboursé. Et là, finalement, pour les héritiers de ces personnes-là, il y a un intérêt à percevoir un bien immobilier ou un héritage libre de prêts, de dettes. C'est quand même très, très technique. Je suis sur un terrain. Je suis sur un terrain. Et puis, il y a plus de 35 ans, 40 ans de bail verbal. Est-ce que ça vaut loi trentenaire? Loi trentenaire, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est le principe de la prescription acquisitive ou de l'usucapion. Pour répondre très clairement, monsieur, là, les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour vous dire oui ou non. Il faudra de toute façon consulter avec les éléments de votre dossier un notaire et si ce notaire détermine que des éléments sont assez forts pour prétendre à avoir cette prescription acquisitive, eh bien, il vous aiguillera vers un avocat qui fera la démarche en justice. Monsieur Michels? Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand même, la nécessité de l'écrit est essentielle aussi. C'est-à-dire que de faire valoir son contrat, ses décisions, ses volontés, c'est extrêmement important aujourd'hui. Et je rebondis aussi sur l'intérêt de l'assurance décès. Parfois, on rencontre aussi des situations où des personnes souscrivent des assurances décès sans avoir un réel objectif sur le montant. Et c'est véritablement un outil qui peut être utilisé justement dans le cadre de se garantir ses revenus ou se garantir aussi la capacité à payer les droits de succession aussi. Ça veut dire que quand on souscrit une assurance décès, il doit y avoir une vraie réflexion. Est-ce qu'on va prévoir pour les membres de sa famille un certain revenu sans le disparu, ou est-ce qu'on va prévoir une somme qui va nous permettre de faire face aux dépenses immédiates et aux dépenses de succession? Donc il doit vraiment y avoir un accompagnement et une analyse sur toutes ces questions. Alors on comprend en vous parlant, c'est très technique, c'est vraiment assez complexe. On ne connaît pas la situation de René, mais parce que j'ai compris, il habite sur un terrain, on ne connaît pas ses moyens. Il faut savoir quand même que ces gens, beaucoup de gens, quand on leur parle notaire, assureur, voient tout de suite un petit peu le côté un petit peu financier de la chose. Est-ce qu'on peut se faire conseiller, par exemple pour René, pour amener son dossier précis quelque part sans que tout de suite il soit débordé par des charges insoutenables, quoi? Par exemple, pour le groupe La Mondiale, nous avons créé un modèle d'accompagnement sur ces outils de prévoyance. Et cette analyse est gratuite. Et ce n'est pas parce qu'elle est gratuite qu'elle est simple, mais on fait véritablement une analyse de
qu'est-ce qui se passe si je tombe malade, qu'est-ce qui se passe si je suis invalide, quel revenu j'ai ou quel revenu je vais laisser en cas de décès à mes ayants droit, et comment je peux me préparer des revenus lorsque je ne serai plus en activité à la retraite. Et donc, au-delà de simplement faire quelques calculs précis sur notre situation à l'instant T, ça permet vraiment d'avoir un outil d'analyse qui permet de faire des choix éclairés. Et ce bilan de protection sociale et patrimoniale est gratuit, en tout cas en ce qui nous concerne, et il permet à chaque personne de pouvoir avoir en temps réel une situation et ensuite avoir la possibilité de faire ses choix et en fonction de ses besoins et de ses capacités exprimées. Donc de façon générale, si on a des soucis de cet ordre-là, qu'on n'hésite pas à composer soit le numéro d'un notaire, soit d'un assureur, soit d'un banquier par exemple. On va accueillir Monsieur Viard, mais Maître Bergeaud, vous vouliez intervenir ? Oui, sur le principe de l'accès au conseil et au coût. Il faut ne pas hésiter à consulter son notaire, parce que la tarification du notariat est ainsi faite que tout le monde peut avoir accès au notaire et n'a pas à payer le premier conseil qui va lui être donné. Donc chaque citoyen doit savoir qu'il va être reçu par le notaire de son choix. C'est important de le dire, on ne le sait pas forcément. Voilà. C'est vrai que le notaire, qui n'ait pas peur de dire, en général. Ça va me coûter de l'argent, etc. Non, le principe, c'est effectivement, si vous avez un vrai sujet patrimonial, et le patrimoine, c'est déjà avoir sa maison à soi, ça commence par ça, c'est pas forcément des gros patrimoines. Tout patrimoine, quel que soit, pose forcément des questions par rapport à sa situation de famille, entre conjoints, par exemple, et avec ses enfants. Et il ne faut pas hésiter à consulter le notaire, et vous aurez des réponses gracieuses. Alors, plein de questions sont soulevées aujourd'hui, notamment on a parlé de l'assurance décès. On va faire la différence avec vous, Monsieur Michels, entre l'assurance décès et l'assurance vie dans quelques minutes. Mais on va accueillir tout de suite Éric Viard, qui est directeur adjoint d'une grande banque de la place. Bonjour Monsieur Viard. Oui, bonjour à vos auditeurs. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation pour venir nous éclairer sur les aspects du métier de banquier quand on parle d'outils de prévoyance. Alors justement, on a vu un petit peu quelle était l'action d'un notaire ou l'action d'un assureur dans ces outils-là, mais quels sont le champ d'action du banquier quand on parle d'outils de prévoyance ? Alors, le champ d'action du banquier rejoint tout à fait ce qui a été dit par vos invités, à savoir que nous sommes effectivement au plus proche de nos clients et nous les accompagnons dans chaque instant de leur vie. Et nous avons créé depuis maintenant 4 ans une banque de gestion en patrimoine qui permet effectivement à chacun de nos clients de trouver des interlocuteurs spécialistes qui répondent à l'ensemble de leurs questions et qui surtout travaillent en étroite collaboration avec les notaires, avec des juristes, avec éventuellement des compagnies d'assurance, de façon à proposer à nos clients les meilleurs services correspondant parfaitement à leurs attentes, que ce soit en termes de transmission de patrimoine, de protection du patrimoine, de réorganisation du patrimoine. Donc nous sommes exactement dans la même démarche et de la même façon que pour les notaires, nos prestations en matière de conseil sont entièrement gratuites. C'est-à-dire que nos clients, effectivement, n'ont rien à payer, nous consultent, nous rapprochons de leurs autres conseils et nous faisons avec ça une étude patrimoniale et une proposition qui est la plus précise possible et la plus complète par rapport aux objectifs recherchés. Et donc vous, est-ce que du point de vue des banques, est-ce qu'on vient vous voir de façon assez spontanée pour essayer d'anticiper les problèmes qu'on va pouvoir connaître dans 20, 30 ans liés à de l'accidentologie ou des décès, etc. Ou est-ce que c'est à vous d'aller chercher les clients pour leur parler de ces problématiques ? Alors, je dirais qu'il y a des clients effectivement qui spontanément viennent nous voir parce qu'ils ont conscience des problématiques que peuvent poser une transmission de patrimoine si on ne fait rien, si on n'anticipe pas effectivement cette situation. Et d'autres clients ont tendance malheureusement à laisser les choses un petit peu se faire. Et là, notre devoir, il est de les avertir, de les informer des risques qu'ils encourent, enfin, eux ou leurs héritiers, à ne pas agir sur l'organisation de leur patrimoine. Donc on a les deux situations et la proximité que nous avons avec nos clients nous permet sans grande difficulté d'aborder ces sujets et de leur montrer effectivement les risques qu'ils prennent à ne pas agir et à leur proposer derrière des solutions pour que les choses se passent mieux et que l'on puisse ensuite dormir tranquillement
lorsqu'il s'agit de transmettre son patrimoine à ses héritiers. Très bien, merci beaucoup Monsieur Vierge. Je rappelle, vous êtes directeur d'une banque de la place. Donc on a parlé de pas mal de choses, mais on a notamment mentionné l'assurance vie, l'assurance décès. C'est pas la même chose ? Non, en fin de compte, l'assurance vie, c'est une fiscalité. C'est une fiscalité. Et l'outil de prévoyance que vous allez utiliser, soit vous utilisez un outil financier, c'est-à-dire vous allez utiliser un placement financier, soit vous allez utiliser une solution d'assurance, par exemple une assurance décès. Donc, et c'est là que toute l'analyse est intéressante, parce que le fait d'avoir cette réflexion sur son propre patrimoine et de pouvoir identifier les risques et de voir si on a les moyens d'y faire face. Donc, après cette analyse, vous allez utiliser soit un produit financier avec une fiscalité adaptée, soit vous allez utiliser un produit d'assurance. Donc, c'est la différence entre l'assurance décès et l'assurance vie. C'est-à-dire que dans votre terme à vous, c'est la différence entre l'assurance décès et l'assurance vie. L'assurance décès, ça va être une solution d'assurance. Vous allez vous prémunir contre le décès. Donc on paye une redevance annuelle, une prime. Vous payez une prime et lorsque le risque arrive, le décès, eh bien, vos ayants droit vont percevoir un capital. L'assurance vie, telle que vous l'entendez, c'est un placement d'argent qui fonctionne avec une fiscalité particulière qui permet de transmettre cette somme d'argent aux personnes que vous avez désignées à travers la clause bénéficiaire. Donc c'est une sorte d'épargne finalement. Donc, est-ce que les banques proposent aussi ce genre de dispositif, Monsieur Viard ? Ah, il est parti ? Alors, on n'a plus... C'est notre directeur de la banque privée. Mais tout à fait, on est vraiment dans cet objectif-là. Oui, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs. Effectivement, en matière d'assurance vie, on va avoir un panel de propositions qui va être complètement adapté à la connaissance, aux objectifs ou à l'âge, à plein de critères qu'on va prendre en compte dans une approche globale. Et on va adapter nos solutions d'épargne au sein même du contrat d'assurance vie, qui est finalement l'outil généraliste, dans lequel on va pouvoir aller mettre des tiroirs. Et on va pouvoir les mettre des tiroirs pour pérenniser la diversification, pour lisser le risque. Et là, on va toujours utiliser un précepte qui est un précepte bien connu. On ne met pas les deux dans le même panier. On va aller jouer la diversification. On va aller travailler cette diversification avec nos clients, toujours en fonction de ses appétences, de sa connaissance et de ses objectifs. Merci beaucoup. Alors, le son n'est pas très bon du côté de chez vous, malheureusement. Maître Bergeau, vous vouliez intervenir ? Oui, pour l'assurance vie, par exemple, en effet, c'est un produit de placement. Vous mettez 100 000 francs dessus, vous décédez, une fois que vous avez mis 100 000 francs, eh bien, vos bénéficiaires auront 100 000 francs, pour faire simple. L'assurance décès, vous cotisez 10 000 francs par mois, vous décédez, après avoir mis vos premiers 10 000 francs, vous touchez le capital espéré, qui peut être par exemple de 20 millions. Donc en fait, vous avez, c'est pas du tout le même outil. Et il y a un outil qui est fait un peu pour vous, et virgule, il y a une clause qui dit que ça peut aller à vos bénéficiaires. Ça, c'est l'assurance vie. Vous mettez de l'argent de côté pour vous, mais ça peut aller en effet à vos bénéficiaires. Et l'assurance décès, où là, c'est directement fléché vers les bénéficiaires, les héritiers généralement, mais ça peut être d'autres personnes. Et là, c'est un capital qui peut être forcément beaucoup plus important par rapport à l'assurance vie, ce que vous avez effectivement mis sur le compte. Voilà. C'est pour ça, Monsieur Michels. C'est pour cette raison que souvent l'assurance vie, telle qu'on l'entend et comme vous en parlez, c'est réduit à un placement financier. Mais l'acte le plus important dans une assurance vie, c'est la clause bénéficiaire. Et la clause bénéficiaire, c'est vraiment du domaine de la compétence du notaire. Et c'est pour cette raison que quand on parle de patrimoine, c'est vraiment dans l'interprofessionnalité qu'on doit travailler. Vous faites une émission aujourd'hui, il y a un banquier, un assureur, un notaire, mais dès que vous abordez ces questions-là, il y a plusieurs savoirs à mettre en œuvre pour vraiment apporter une solution qui est pérenne et qui puisse satisfaire les personnes. Et on a bien vu les questions. On a bien vu que ces questions qui nous ont été posées ce matin sont des questions de la vie courante, des situations que tout à chacun peut rencontrer. Et c'est pour cette raison qu'il y a un besoin de rencontrer ces professions du conseil pour pouvoir déterminer ce que l'on souhaite faire et la façon dont on souhaite le faire.
Et est-ce qu'en réunissant, comme aujourd'hui justement un notaire, un banquier, un assureur, on est exhaustif dans les professions qui exercent dans ce champ de compétences? Bien, oui, pour le domaine privé. Par contre, dès que vous abordez le domaine professionnel, eh bien, l'expert comptable a tout sa place, ainsi que certains avocats fiscalistes aussi. Donc, le monde du conseil est plus ouvert sur ces différentes questions et quand on aborde les questions de l'entreprise aussi. Très bien, merci. Tout à l'heure, on a parlé notamment avec Belinda de testament qui était contesté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'un testament? Clairement, qu'on le redéfinisse. Et qu'est-ce qui en fait sa validité, Maître Bergeaud? Alors, un testament, c'est une disposition de dernière volonté. On dit, voilà, sur une feuille de papier, vous écrivez « Ceci est mon testament et je souhaite que mon patrimoine soit transmis à telle personne. » Voilà. Donc, c'est une disposition de dernière volonté. On fait part de ses souhaits de transmission de son patrimoine à son décès. Voilà. Donc, c'est vraiment à son décès. Et on peut vraiment transmettre ce qu'on veut à qui on veut, via un testament. Alors, on rejoint la notion que j'ai évoquée tout à l'heure. De réserve et de quotité. C'est en effet la partie réservée aux enfants. On ne peut pas y toucher. Donc, dans le testament, on ne va pas pouvoir en effet déshériter ses enfants. Et en revanche, on va pouvoir léguer, transmettre à son décès une partie de ce patrimoine, ce qui est disponible de par la loi. Le testament, pour répondre à votre question, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit écrit de la main du testateur, de celui qui écrit ces dispositions de dernière volonté. Donc, il faut que ce soit effectivement manuscrit avec quelques mentions obligatoires. Et ce testament, pour éviter en effet qu'il soit perdu, qu'il soit abîmé, il faut le déposer chez son notaire. Donc, en fait, en pratique, on invite les gens à se rapprocher de leur notaire pour exprimer leurs dispositions de dernière volonté. Le notaire va les conseiller sur la façon de les rédiger opportunément. Il rédige leur testament librement, le signe et le dépose au coffre du notaire. Le notaire, d'ailleurs, inscrit au fichier national des dispositions de dernière volonté l'existence de ce testament, afin que si quelqu'un qui a écrit un testament, signé un testament en Calédonie et décède à Toulouse, eh bien, le notaire de Toulouse puisse effectivement interroger ce fichier et faire rapatrier quelque part ce testament pour que les dispositions du défunt soient accomplies. Alors ça, c'est le mode classique, c'est le testament dit holographe de la main du testateur. Il y a aussi le testament authentique, le testament fait devant notaire, qui lui a un avantage exceptionnel, c'est qu'il ne peut pas être contesté. Voilà, donc c'est un testament fait par un notaire, deux notaires, un notaire, des témoins, et ce testament est incontestable parce que le notaire certifie que c'est bien la bonne personne qui a indiqué ces dispositions de dernière volonté. Il a contrôlé la légalité, la possibilité de ce qui est écrit. Le notaire, forcément, dans son acte authentique de testament, va écrire quelque chose qui est conforme à la loi. Et ce testament va être conservé dans les minutes du notaire, donc il ne pourra pas être détruit, abîmé, il ne pourra pas être perdu, en somme. Donc c'est un outil de protection fort. Parfois, il est même obligatoire dans la situation que la personne a évoquée tout à l'heure, où on a des personnes qui ont besoin d'être assistées pour effectivement donner leur disposition de dernière volonté. On a par exemple ce cas où lorsqu'on a des personnes qui sont à l'hôpital, où il y a un risque que l'on puisse percevoir une altération de leur faculté mentale, eh bien le notaire est là comme garant, si vous voulez, que la personne est apte à dire les choses et à souhaiter les choses. Parce que le motif, si vous voulez, de contestation du testament est souvent de dire « Ah, ma maman, elle était gaga, elle ne pouvait pas dire ça, écrire ça. » Le testament, justement, le notaire testament authentique, le notaire est le garant, si vous voulez, que la personne a effectivement
avait les facultés mentales pour exprimer ses dispositions de dernière volonté. On comprendra bien que chaque cas est particulier et que c'est très très complexe, suivant même peut-être les régions, les endroits, les types de terrain, enfin des types de transmission. Il doit y avoir aussi des particularités pour chaque cas justement. Il vous reste à peu près 10 minutes pour intervenir, venir poser vos questions au 258. Aujourd'hui, on parle des outils de prévoyance et on a réuni les 3 métiers qui agissent dans ce secteur, un banquier, un assureur et un notaire. Alors allez-y, profitez-en. On a parlé avec vous, Monsieur Michils, je rappelle, vous êtes assureur. On a parlé de l'assurance vie, de l'assurance décès, mais en début d'émission, vous nous avez parlé des garanties de revenus liées à une invalidité possible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bien, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de garantir vos revenus immédiats, garantir vos ressources à travers des contrats d'assurance qui peuvent être faits soit à titre privé, personnel, soit dans le cadre de votre entreprise. Et ces contrats-là vont vous permettre de garantir votre revenu en cas d'un risque de maladie ou d'invalidité. On assure son salaire, en gros. En gros, on assure son salaire, on assure son revenu. On peut assurer aussi une somme de manière forfaitaire aussi. Donc, qui, si le risque arrive, eh bien, on est indemnisé face à cette situation. Mais on imagine très bien que pour avoir droit à ça, il faut déjà avoir une certaine prédisposition de contrat. Il faut être en CDI, dans des grandes entreprises, etc. Alors, ou c'est accessible à tout le monde ? C'est accessible à tout le monde et à toutes les entreprises. Donc, vous pouvez garantir le revenu de vos salariés. Vous pouvez garantir votre propre revenu en tant que dirigeant. Et à titre personnel, on peut aussi garantir son revenu. Oui, tout à fait. On va tout de suite accueillir Odile. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez-y, votre question. Donc voilà, j'ai appris dernièrement qu'en Polynésie, il existe un régime fiscal privilégié en matière de mutation à titre gratuit. Est-ce qu'il en est de même en Calédonie ? Est-ce que cette question parle à l'un d'entre nous, d'entre vous ? C'est vrai qu'entre autres... Sur, par exemple, la fiscalité de l'assurance vie, en Polynésie, l'exonération est totale de droits de succession en cas de décès. C'est exact. Il y a quelques différences en Nouvelle-Calédonie sur cette question, puisque déjà, il y a une différence au niveau de l'âge. Les sommes ne sont pas traitées de la même manière, que vous les ayez mises en place avant 70 ans ou après 70 ans. Les droits ne sont pas les mêmes. D'où l'intérêt de l'anticipation, encore une fois. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Odile ? Oui, alors j'ai une autre question. Eh bien, allez-y. Donc, j'ai un enfant unique. Donc, j'ai un bien. Quel est mon intérêt est-ce que c'est plus intéressant pour moi de faire une donation alors que j'ai une assurance vie à côté qui, si un jour je décède, il pourrait prendre l'assurance vie pour payer les frais de succession, par exemple. Quel est le meilleur conseil, par exemple ? Un bien, un enfant, est-ce qu'il est nécessaire d'anticiper ? Voilà. Donc la question essentielle, c'est souvent, est-ce que ce bien qui, je comprends, peut être votre résidence principale, vous êtes sûr et certaine de conserver cette maison jusqu'à la fin de votre vie, ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez peut-être arbitrer, c'est-à-dire vouloir vendre cette maison, peut-être pour aller vous loger dans un appartement ou même changer de pays. Alors, c'est crucial parce qu'en effet, on ne donne, en principe, si vous voulez, que ce qu'on est sûr, effectivement, de conserver dans son patrimoine familial. Quand on a un bien, on peut être amené, en effet, à le revendre et il faut éviter, dans ce cas-là, de donner trop tôt, parce que vous seriez dans une situation où vous ne pourriez plus faire marche arrière. Donc, et vous seriez, j'allais dire, vous allez intégrer votre enfant à ce patrimoine et vous ne pourriez plus, si vous voulez, sans son accord, après céder. Donc, sauf des clauses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà le principe général. Donc, dans votre cas, c'est en fonction de votre âge, de votre métier, de vos projets. En fait, il n'y a pas de règle générale. Tout ça, en effet, c'est une casuistique qu'il faut voir avec votre notaire en fonction de votre situation personnelle. La seule chose qui milite parfois, si vous voulez, sur une transmission anticipée d'un seul bien, c'est des raisons
à un enfant unique, c'est des raisons fiscales. Justement, d'anticipation fiscale, considérant qu'aujourd'hui, nous sommes dans peut-être la meilleure des situations fiscales. Oui. Mais alors, peut-être justement, oui, M. Michels. Parce que, en fin de compte, la valeur du bien va déterminer les droits de succession à venir. Et donc, l'idée, c'est est-ce que l'enfant va avoir suffisamment de moyens pour faire face à ses droits de succession et conserver le bien. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, d'un contrat d'assurance vie, soit en assurance décès, soit en contrat financier d'épargne, assurance vie. C'est tout l'intérêt, c'est de permettre en fin de compte à son enfant, et particulièrement quand on a un enfant unique, de pouvoir garder le bien légué par ses parents et de ne pas être obligé de vendre pour s'acquitter des droits de succession. Et donc pour ce faire concrètement, donc on va procéder à une donation, mais Odile pourra garder l'usage, ce qu'on appelle l'usufruit de la maison, c'est ça? Ça serait une petite... Ça c'est une des solutions. L'autre solution, c'est ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire qu'elle garde la pleine propriété de son bien immobilier, elle souscrit en parallèle une assurance décès et ou une assurance vie, et elle permet en effet à l'enfant de pouvoir bénéficier d'un capital à son décès qui lui permettra de payer les droits de succession. Et dans ce schéma-là, elle a la possibilité de son vivant de faire ce qu'elle souhaite de ce bien immobilier puisqu'elle ne l'a pas transmis. Donc ça, c'est une façon de faire qui est une façon très raisonnable. Et il y a une autre façon qui est de dire, bon, moi, je ne bouge pas de cette maison, je ne bougerai jamais. Pour autant, je veux que les papiers soient faits au profit de mon enfant et de bénéficier des effets de levier fiscaux actuels. C'est-à-dire que plus vous donnez jeune, pour faire simple, à votre enfant, et moins cela coûtera cher en termes de frais. C'est ce qu'il faut retenir, c'est le démembrement de propriété, mais également vous avez des droits de donation réduits. En fait, on encourage, si vous voulez, à donner de son vivant plutôt que de subir la situation d'avoir des droits de succession. Ce qu'il faut noter, c'est que les droits, quand vous donnez, ça coûte finalement moins cher, ça coûte moins cher que si vous subissez la succession dans la plupart des cas. Merci Maître Bergeaud, on arrive déjà au terme de cette émission, c'est passé très très vite, on a abordé plein de sujets complexes mais vous avez réussi à nous mettre de la lumière dessus, donc merci Maître Bergeaud, merci Yann Michels, assureur, et merci aussi à Eric Viard, directeur d'une banque de la place, d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Et puis voilà, ce qu'on peut dire peut-être aux gens, c'est que de façon générale sur ces sujets-là, ne pas hésiter à se renseigner, soit contacter son banquier, son assureur ou un notaire, c'est ça on peut dire de façon générale, voilà. En tout cas de se faire accompagner. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Très belle journée. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir apporté vos lumières sur ces sujets. Voilà, Ligne Directe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Christophe Josmith pour la réalisation de cette émission.